on a tendance à attribuer l'ensemble des développements juridiques des pays du Sud, et en particulier en matière de migration, à des influences extérieures, et en particulier à l'influence de l'Union européenne, qui a un objectif avoué, on peut le dire, d'externaliser les contrôles des migrants dans les pays en amont de ses frontières, et en particulier dans les pays du Sud, au Maghreb et au Sahel. Or, s'il est vrai que cette influence est importante et non négligeable, les processus de fabrique du droit sont plus complexes, beaucoup plus complexes qu'une simple importation d'un droit extérieur ou d'une injonction d'un point A à un point B. En réalité, un ensemble d'acteurs sans cesse renouvelés qui interagissent et dont les interactions évoluent sans cesse participent à ces fabriques du droit, et qu'il s'agisse de personnes de la société civile, d'organisations internationales, régionales avec des relais sur place, ou diverses autorités ou personnalités qui s'imbriquent, vont relayer diverses normes, vont s'inspirer et en se confrontant, vont amener à ce développement juridique. Et c'est le cœur de mes recherches. Dans le cadre de la transformation des gouvernances, un aspect important réside dans les fabriques du droit autour des migrations, en Afrique et en particulier dans les pays du Maghreb. C'est la zone sur laquelle je mène mes recherches depuis une dizaine d'années, et depuis plus récemment dans les pays sahéliens et en particulier le Niger, qui est devenu la principale cible des partenaires internationaux et européens pour le développement de politiques migratoires et en particulier du droit autour des migrations. Alors c'est un aspect très important parce que il faut rappeler que ce droit était quasiment inexistant avant les années 2000, il est extrêmement récent. Chacun des pays de la zone maghrébine et en Afrique avait des législations régissant l'entrée et le séjour des étrangers qui généralement dataient des indépendances ou de peu après. Et surtout, on est frappé par la stabilité de ces législations pendant 30 voire 40 ans. Et soudainement, au début des années 2000 et pendant toute la décennie 2000, on va voir l'ensemble des pays maghrébins légiférer en matière d'entrée et de séjour des étrangers, mais aussi de sortie de leur territoire par les étrangers et par les nationaux. Alors sur cette carte, on voit cette vague inédite de réformes entre 2003, date de l'adoption de la réforme marocaine, avec l'adoption de la loi 0203, jusqu'à 2010, et entre-temps des réformes inédites en Algérie, en Tunisie, en Libye, et un projet de loi en Mauritanie en 2008 qui n'a jamais été adopté, mais qui fait partie quand même de cette vague qui touchait particulièrement, et on peut dire quasiment exclusivement, cette région. On s'est légitimement interrogé sur les motifs de cette vague soudainement juridique, de cette création juridique, et on l'a tout naturellement imputé à l'influence de l'Union européenne qui souhaitait voir les pays situés à ses frontières, en amont de ses frontières, contribuer au contrôle des frontières européennes et contribuer au contrôle des migrants et au maintien des migrants sur leur territoire. Et ceci était confirmé par la nature, le contenu de ces lois, de ces nouvelles lois, puisque toutes avaient une orientation essentiellement, si ce n'est exclusivement, répressive. Répressive dans le sens où on a vu l'accentuation des peines à l'encontre de délits préexistants, comme l'entrée irrégulière, qui était déjà un délit préexistant, mais les peines vont considérablement augmenter, et la création de nouveaux délits ou crimes. Et c'est le cas d'un délit particulièrement frappant, qui est celui de sortie irrégulière du territoire, qui existait déjà en Tunisie, et qui va être créé au Maroc et en Algérie, et qui s'applique autant aux étrangers, qu'on estime en transit, puisque c'est la cible de ces nouvelles législations, qu'aux nationaux.
Et il faut dire que d'ailleurs ces lois vont être accompagnées d'un renforcement opérationnel des contrôles aux frontières, de davantage d'arrestations des étrangers qui utiliseraient par exemple le Maroc pour se rendre en Espagne. Mais ce sont surtout les nationaux, marocains, tunisiens, algériens, qui vont être les premières victimes de cette répression en étant condamnés, y compris par les tribunaux, pour tentative de sortie irrégulière du territoire ou pour sortie irrégulière réussie. Voici pour une nouvelle vague. Et puis, il a semblé que les choses changeaient au début des années 2010 et on a pu penser qu'il y avait une certaine appropriation de la problématique migratoire, puisque, surtout au travers de l'exemple du Maroc, le Maroc qui, en 2013, a lancé une nouvelle politique d'immigration et d'asile qui s'accompagnait d'une volonté d'un grand développement juridique, notamment avec un projet de loi sur l'immigration, un projet de loi sur l'asile et un projet de loi sur la traite. Aujourd'hui, en 2017, seul le projet de loi sur la traite a abouti à une loi. Celles sur l'asile et celles sur l'immigration sont encore en projet, sont en suspens, sont en débat. Et parallèlement, la Tunisie avait aussi un projet de développer la protection des réfugiés avec un projet de loi sur l'asile qui est aussi en suspens depuis 2011. Donc on peut dire qu'on a eu finalement une nouvelle vague qui a pu, comme on peut le voir à travers cette carte, avec des inédits dispersés, c'est-à-dire qu'on a eu, cette fois-ci pas une vague régionale, mais quelques projets de développer un droit qui emprunterait à diverses sources, pas seulement européennes, mais aussi bien sûr internationales, et puis aussi éventuellement inspiré de conventions africaines, des campagnes de régularisation au Maroc et en Mauritanie qui ont pu faire penser donc qu'allait se développer un droit dans les pays maghrébins qui se distinguerait de la vague répressive du début des années 2000. Donc quelques années après, on voit qu'il n'en est rien, tandis qu'au Maroc continue quand même à se développer cette politique d'immigration et d'asile, une stratégie d'intégration également, avec l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au travail pour les étrangers qui est favorisé. Mais dans les autres pays maghrébins, une absence de développement juridique. Et parallèlement, un pays, le Niger, donc plus au sud, au Sahel, eh bien, en 2015, a adopté une loi contre le trafic de migrants. Et l'on voit sur cette carte que cette lutte contre le trafic de migrants, qui est initialement issue d'une convention adoptée en 2000, le protocole de Palerme contre le trafic de migrants, additionnel à la convention contre la criminalité transnationale organisée, donc qui avait pour but de faire changer les législations dans le monde entier pour lutter contre cette forme de criminalité, eh bien, a eu peu de succès dans les pays maghrébins, puisque seule l'Algérie condamne ce crime. Mais le Niger a adopté une telle loi en 2015, l'Égypte en 2016 et la Mauritanie en 2010. Donc on est sur des développements plus éclatés. En même temps que l'adoption du protocole contre le trafic de migrants, avait été adopté aussi un protocole, le protocole de Palerme également, contre la traite des personnes, donc qui ne concerne pas seulement la question de la migration, mais aussi la question de la migration. Et on voit sur cette carte que la lutte contre la traite des personnes, en revanche, a connu un grand succès, avec plusieurs pays ayant adopté des lois, mais récentes, contre la traite des personnes, et ce, sous une influence combinée d'institutions issues des Nations Unies, qui trouvaient des relais au travers des associations nationales qui travaillaient contre l'esclavage moderne des nationaux comme des étrangers.
Pour revenir et conclure sur ce qui se passe actuellement au Niger, qui pourrait a priori rappeler le Maroc d'il y a 15 ans, lorsque le Maroc a adopté sa loi 0203 très répressive et a mené une sorte de guerre qu'on a pu constater ainsi contre les mobilités. Donc le Niger fait penser à ce Maroc d'il y a 15 ans, aussi parce qu'il est la cible de l'Union européenne par de divers mécanismes et aussi une présence physique européenne sur place pour l'amener à contenir les migrants sur son territoire, à contenir y compris ses propres nationaux sur son territoire et empêcher les sorties. Eh bien, le Niger commence un développement juridique dans un contexte quand même totalement différent. Un contexte international différent parce qu'on ne peut pas parler de la seule influence de l'Union européenne. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, 15 ans après les premiers développements juridiques au Maghreb, on a toute une société civile en réseau et beaucoup plus organisée dans toute la sous-région qui réagit et qui s'exprime sur les actions et le développement juridique des pays de la région, donc y compris du Niger. Et puis un contexte national qui n'est pas du tout celui du Maroc, avec des acteurs potentiels de participation à la fabrique et à l'application du droit, la société civile, encore très résiduelle, et les juges qui ne se sont pas encore prononcés, les autorités locales qui ont leur propre position et qui s'opposent pour certaines oppositions des autorités nationales nigériennes, tout un ensemble d'acteurs qui sont impliqués, qui n'ont absolument pas pu participer à l'adoption de la loi de 2015, mais qui comptent bien participer à l'orientation de son application et au développement ultérieur d'autres dynamiques juridiques.